C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine. Merci de nous regarder. Nous parlons de la plante et son écosystème avec David Nkoulou. Merci d'être là. Bienvenue. C'est une première. Nous sommes très joyeux de partager ces plateaux avec vous et d'échanger de ces sujets scientifiques, la plante et son écosystème. Bonjour Monsieur Marcus, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de pouvoir être avec vous sur ce beau cadre, dans ce beau cadre de l'émission Au cœur de la science. Merci beaucoup. Vous êtes master en conservation de la biodiversité. Vous êtes chercheur, doctorant plutôt d'abord. Vous êtes doctorant en sciences agronomiques à l'université de Lubumbashi. Vous êtes aussi membre de l'Observatoire de la forêt claire du Congo et vous êtes chercheur et consultant en foresterie, en biodiversité, c'est ça? Exactement, botanique forestière. Botanique forestière et puis en écologie. Alors, ces mots-là échappent souvent et puis des fois on en parle comme ça, on entend dans des conférences, des panneaux publicitaires, on parle de la biodiversité, de l'écosystème. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, de manière basique déjà, si on parle de biodiversité, il s'agit de la diversité biologique. Ça veut dire un ensemble des organismes vivants dans un certain milieu. Et le milieu de vie, c'est simplement un synonyme du mot écosystème. Écosystème, quand on parle d'écosystème, on parle d'un milieu de vie d'une plante, d'un animal. On peut parler d'un écosystème d'un animal, d'un écosystème d'une plante. Il s'agit simplement du milieu de vie de cette plante ou de cet animal. C'est différent de l'écologie? C'est tout à fait différent parce que l'écologie, c'est une partie d'abord de la biologie. C'est une science qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Et l'écologie, on voit la science, on voit écosystème, on voit le milieu. Voilà. Alors, lorsque on a la plante en soi, comme ça, la plante a son milieu. Exactement. Donc, l'une des notions de l'écologie, et la plante a un comportement dans ces milieux-là. C'est quoi ces comportements-là, si on doit les comprendre, le comportement de la plante? Alors, c'est très intéressant parce que la plante ne réagit pas de la même manière lorsque elle est, par exemple, dans son milieu naturel et lorsque elle est en dehors de son milieu naturel. Donc, quand on parle du comportement de la plante, on voit sa manière d'agir. Sa manière d'agir. On voit des réactions de la plante sous l'effet de différents paramètres. Par exemple, sous l'effet du climat, sous l'effet du sol, la plante peut réagir d'une certaine manière lorsque, par exemple, elle est dans un climat tempéré et lorsqu'elle peut être dans un climat tropical, par exemple. C'est ainsi que vous pouvez voir, dans notre région tropicale, nous avons du mal à cultiver, par exemple, les pommiers. Mais si vous allez dans les régions tempérées, c'est plus facile de voir des pommiers qui poussent en abondance. Parce que le pommier, c'est une plante qui préfère plus les climats tempérés. Ah, donc, quand on parle du comportement de la plante, on voit sa manière d'agir qui influe sur sa production et tout ce qui va avec. Exactement. C'est ça. Et c'est très important de le comprendre parce que c'est cette compréhension qui peut nous permettre aussi de prendre des mesures. Par exemple, lorsque nous partons dans un milieu naturel d'une plante, on découvre que cette plante préfère, par exemple, des forêts qui sont généralement très ouvertes. Ça veut dire, pour notre cas, par exemple, ici, dans la région du Haut-Katanga, on parle de la forêt claire du Miombo, par exemple. Ça signifie quoi, déjà? Alors, la forêt claire de Miombo, c'est par opposition à la forêt dense. Et vous allez, par exemple, vous rendre compte que dans la forêt dense équatoriale, qui est une forêt dominante dans la partie nord du Congo, de la RDC, et également une forêt qui peut s'observer dans d'autres pays, tels que le Gabon, le Cameroun. Vous allez constater que cette forêt est caractérisée par un certain type d'espèces qui préfèrent une certaine quantité de pluie, différemment des espèces que l'on retrouve dans la partie sud du Congo, où nous retrouvons une forêt qui est plus ou moins claire. Ça veut dire les espèces d'arbres sont plus ou moins espacées, les quantités de pluie sont plus ou moins faibles comparativement à la forêt dense équatoriale, où il pleut toute l'année, comparativement à la partie sud de la RDC, où il pleut de manière séquencée. Et c'est pour ça que nous constatons par exemple la présence de deux saisons, la saison sèche ainsi que la saison de pluie. Et il y a des espèces comme ça qui préfèrent ce type de climat pour faciliter leur croissance. Alors, je dois les reconnaître, ça c'est l'honnêteté scientifique. J'ai la Bible à la maison, je ne sais pas comment, j'ai lu cette Bible, mais hors caméra,
avec vous, vous m'avez permis de retenir le verset du psaume 104, chapitre 14, si je ne m'abuse pas. Chapitre 104, verset 14. Verset 14, où on parle de la plante. Comment est-ce que la plante est faite par Dieu pour l'homme. Cela m'amène à savoir et à comprendre avec vous l'importance de la plante. Tout à fait. C'est une question très importante dans notre contexte actuel, surtout dans le contexte congolais, katangais, africain. Ouais. Très souvent, on a l'impression que la plante n'est importante que peut-être pour nous donner des fruits, donner des légumes. Au-delà de tout ça, la plante a d'autres besoins plus profonds que ça. C'est par exemple aujourd'hui, il y a quelqu'un comme le professeur Alexis Takizala qui pouvait dire dans une des interviews, dire qu'aujourd'hui, il s'avère important de concilier par exemple la médecine moderne ainsi que la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle nous montre certaines évidences, telles que les plantes peuvent nous fournir des racines. Et ces racines peuvent soigner des maladies qui sont graves. Ouais. Je vous donne mon petit exemple. Il y a quelques mois, j'ai eu à souffrir d'un problème d'anosmie. Ça veut dire une perte d'odorat pendant plusieurs mois. J'ai vu l'un des spécialistes sur cette ville de Lubumbashi, dans un hôpital de renommée. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, je constate que mon nez, en fait, ne fonctionne plus comme il se doit. Il y a eu une perte d'odorat. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais je constate simplement que lorsque je place quelque chose à mon nez, je ne sens pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Je lui ai expliqué ça, il m'a prescrit des médicaments. Plusieurs médicaments, et il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas d'effet. Et je me rappelle, parmi ces dernières phrases, il pouvait me dire, « Petit, si ça n'avance pas, tu es foutu. » Et au fond de moi, je m'étais dit, mais c'est quand même fort pour un spécialiste de présenter une telle déclaration. Et après ça, j'ai eu, dans les quelques jours en arrière, j'avais eu un contact d'un monsieur qui soignait sur base des plantes. Avant, j'étais un peu sceptique parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu le côté magique avec les plantes. Mais j'ai en soi compris que les plantes renferment beaucoup de besoins ou beaucoup de vertus qui sont utiles pour l'homme. C'est notamment la vertu de pouvoir contenir des principes actifs pour soigner des maladies parfois graves, difficiles à soigner par la médecine moderne. Mais les plantes comportent ces éléments, ces principes actifs-là pour guérir. Et pour mon cas, par exemple, j'avais eu le contact d'un monsieur qui soignait sur base des plantes, qui était très expérimenté. Je lui ai expliqué la situation. Et à l'époque, il m'avait présenté une poudre de racines issue d'une plante qu'on appelait en nom vernaculaire, et exactement en Kiluba, qu'on appelait Kalaï. Il m'a montré, il m'a présenté la poudre de la racine de cette plante-là. Il m'a dit, cette poudre ici soigne des problèmes de sinusite prolongée et même de perte d'odorat. Il m'a dit, tu peux prendre ça pendant 3 jours, tu prends la quantité de poudre, tu mets dans l'eau et tu places dans une première narine et dans l'autre narine pendant 3 jours, le matin ainsi que le soir. Il m'avait donné ça, ce produit-là, avec une posologie bien claire, pendant 3 jours. J'ai pris pendant 3 jours et je pense que c'était le 4e jour ou 2 jours après, j'ai vu que mon odorat a été rétabli. Et moi, comme étant chercheur dans le domaine, je me suis dit, je pouvais aller plus loin. Et c'est là que j'ai fouillé sur la plante Kalaï. J'ai découvert en soi que c'était une espèce d'arbre de notre région du Haut-Katanga. Et c'est ainsi que, partant du nom scientifique, plutôt du nom vernaculaire, du nom local, je suis allé même lui présenter des images de la plante. Je lui ai dit, voici la plante dont vous m'aviez parlé. Et il a confirmé que c'était ça. Parce que la même plante, qui est connue comme Kalaï, dans le monde scientifique, on l'appelle Zan africana. C'est ainsi que vous pouvez constater, par exemple, qu'il y a certains fruits que nous pouvions facilement observer sur la ville de Lubumbashi, que l'on pouvait consommer. Des fruits comme des bisongolés, dont les scientifiques appellent Strychnos cotyloides. Il y a des fruits tels que des masuku, Opakakirkiana. Il y a des fruits tels que Anisophilia bohemi, des mfungo. C'était des fruits très appréciés à l'époque. Tout à fait. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question à un enfant de 10 ans. Pour ces mêmes fruits, il a du mal à vous les citer.
Mais si vous lui dites, est-ce que tu connais des pommes, est-ce que tu connais des bananes, est-ce que tu connais des goyaves, sans hésiter, il vous dira très vite, je connais ces plantes. Pourquoi il a la facilité de connaître ces fruits, mais c'est plus difficile d'identifier les autres fruits, simplement parce qu'il y a eu une pression plus forte sur nos forêts. Les fruits que l'on pouvait voir un peu de manière un peu à des distances moins grandes, aujourd'hui, à cause des pressions sur la forêt, on coupe les arbres à cause des activités notamment de charbon de bois, à cause de l'urbanisation, les gens ont besoin de construire. Et nous oublions la question du développement durable qui nous exige non seulement de penser à construire, mais de penser aussi à conserver nos forêts. Parce que les forêts, quand on prenne des arbres, ces arbres-là possèdent des fruits, et au-delà des fruits, ces arbres-là peuvent nous donner des feuilles qui peuvent guérir, peuvent nous donner des racines qui ont des principes actifs qui peuvent nous permettre de pouvoir être débarrassés de certaines maladies qui pouvaient nous déranger et dont la médecine moderne pouvait avoir du mal à soigner. Alors, on a aussi des pharmaciens qui travaillent sur justement les plantes. Tout à fait. Parce que naturellement, moi je me disais que les agronomes, c'est les champs. Les champs, quand on parle d'agronomie, nous voyons les champs. J'étais surpris de comprendre, avec l'échange qu'on a eu avec vous hors caméra, que les agronomes, il y en a qui sont pour les champs, et il y en a qui sont là, avec, comme vous, avec les histoires des plantes et des forêts, etc. Mais quand un pharmacien doit travailler sur une plante, quand un agronome travaille sur une plante, recherche, je ne sais quoi, et même quand un chimiste plus loin, c'est grâce à vous que je l'ai découvert, doit travailler sur une plante, je ne sais pas à quel niveau devrait-on situer la différence, si pas la nuance. Ça, c'est une très bonne question. De manière générale déjà, les agronomes, lorsqu'on voit un agronome, on voit un producteur. Ça veut dire celui qui peut prendre la graine de maïs ou le grain de maïs et qui peut en faire des épis. Ça veut dire il peut partir du grain et après il vous dit voici sur 1 hectare j'ai réussi à produire autant de tonnes de maïs. Mais au-delà de ça, l'agronome étudie aussi les plantes pour comprendre leur comportement dans leur milieu naturel, dans leur forêt. Il s'agit par exemple des questions de botanique, des questions d'écologie. Mais au-delà de ça, l'agronome vise aussi à s'intéresser aux questions de domestication des plantes. Par exemple, un arbre de Kisongolé qui est en forêt, qui produit des fruits de Kisongolé qui sont appréciés au centre-ville de Lubumbashi, comment arriver à faire de cette plante qui est en pleine forêt, arriver à la domestiquer, ça veut dire à prendre ses graines pour que ces graines-là nous donnent aussi des fruits dans nos parcelles. Ça, ce sont des questions de domestication qui intéressent aussi l'agronome. Le pharmacien, de son côté, touche également d'autres aspects. C'est par exemple les questions d'étude des principes actifs. Le pharmacien peut prendre des feuilles, il peut prendre des racines, il peut prendre des écorces, des tiges, des écorces de racines, et il peut étudier certains principes actifs pour comprendre, par exemple, partant des connaissances locales, qui disent, par exemple, des arbres comme Kibobo, un des arbres très réputés à Lubumbashi pour soigner des hémorroïdes. Le pharmacien peut prendre cette plante ici pour étudier les principes actifs. Qu'est-ce qui fait que cette plante puisse soigner les hémorroïdes? Est-ce par magie ou parce que la plante renferme certains principes actifs? Ça, c'est le pharmacien. Le chimiste, de son côté, peut prendre les mêmes particules, les mêmes parties de la plante, avec les feuilles, les écorces ou les racines, mais pour étudier les molécules que cette plante-là renferme, toujours pour des buts de disposer des informations qui peuvent être utiles à la communauté. Ça signifie que c'est un processus de complétude, vous vous complétez, mais partons d'abord du travail d'un agronome. Exactement. L'agronome est comme quelqu'un qui a la base, il doit bien identifier la plante, parce que imaginez-vous si l'agronome, au lieu de dire que cet arbre, c'est un arbre de Kibobo, Terminalia mollis, mais lui dit que c'est par exemple un arbre de Caputu, Brachycea spiciformis. Vous voyez déjà que là, par le fait qu'il identifie mal la plante, il peut conduire à un biais, ça veut dire à des erreurs qui peuvent se répercuter même sur la société et même sur l'usage de ces plantes-là. Donc de manière basique, l'agronome doit être plus rigoureux en matière, par exemple, d'identifier les plantes pour faciliter la tâche aux pharmaciens ainsi qu'aux chimistes, par exemple.
Alors là, je retiens le mot domestication Domestication de la plante. Et vous veniez de le dire, c'était au début de l'émission, que les plantes réagissent, c'est-à-dire leurs comportements sont différents lorsqu'ils sont dans leur milieu naturel et lorsqu'ils sont hors de leur milieu. Je ne me suis pas situé et je me dis quelles sont ces réactions-là, quels sont ces comportements-là. C'est très bien. Nous pouvons par exemple donner le cas d'une plante qui préfère les savanes. Pourquoi les savanes? Parce que les savanes sont des milieux plus ou moins ouverts. La plante est héliophile. Héliophile, ça veut dire elle préfère un milieu qui est plus ensoleillé. Okay. Lorsque vous prenez la même plante, vous la mettez dans un endroit où il y a plus d'arbres qui couvrent la plante peut avoir du mal à se développer. Parce que la plante préfère un milieu qui est plus ensoleillé. Et donc, partant du milieu naturel, nous pouvons détecter que cette plante est héliophile, ça veut dire une plante qui préfère plus le soleil. Une autre plante peut être sciaphile, ça veut dire une plante d'ombre qui préfère plus l'ombre. Il faudrait qu'il y ait des arbres qui couvrent cette plante-là pour qu'elle puisse se développer comme il se doit. Lorsque vous la mettez dans un espace où il y a beaucoup de lumière, la plante ne sait pas se développer. Donc, partant du comportement milieu naturel, nous pouvons avoir des informations qui peuvent nous donner une indication sur comment domestiquer la plante. C'est ainsi qu'il y a des études, par exemple, à la faculté des sciences agronomiques, où nous faisons des observations en milieu ex situ, ça veut dire en dehors de son milieu naturel. Comment domestiquer la plante? Si la plante préfère l'ombre, une espèce sciaphile, nous allons mettre des mécanismes tels que on veut simuler les conditions de départ. Voir comment est-ce que la plante peut s'adapter. Mais au-delà de la question de l'ombre, il y a aussi la question du sol. Il y a par exemple des plantes qui préfèrent des sols qui sont plus profonds. Parce que ces plantes-là ont des racines qui demandent d'aller plus en profondeur. Mais aussi d'autres plantes qui exigent simplement des sols moins profonds, des sols latéritiques. Pour notre cas, c'est par exemple des arbres tels que Moussamba, dans le nom scientifique est Brachystegia bohemi. Cet arbre-là, vous allez généralement trouver ça sur des sols latéritiques. Et c'est un certain type de sol que la plante préfère. Et donc, si vous voulez domestiquer la plante, rassurez-vous que les conditions d'abord de départ que préfère la plante, ce sont des sols latéritiques, ça veut dire des sols moins profonds. Dans ce que vous disiez tantôt, ce qui signifie que ce n'est pas seulement pour des raisons que l'homme invente aujourd'hui, la construction, la modernisation, qui fait que certaines plantes, nous ne les voyons pas, par exemple, au centre-ville de Lubumbashi, mais c'est aussi par rapport au milieu qui ne répond plus. La plante pourrait faner d'elle-même et pourrait ne plus exister ici. Voilà, ça c'est très important. Lorsque nous sommes dans la nature nous enseigne beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, vous allez constater qu'il y a des plantes qui sont invasives. C'est par exemple des plantes telles que, on appelle en Swahili, Bilulunkunja, Titonia diversifolia. C'est une plante invasive, envahissante dans la région de Lubumbashi. Parce que la plante a la capacité de coloniser différents types de sols. Au-delà du fait qu'elle est originaire de l'Amérique, elle peut aussi coloniser les sols de la RDC, les sols de différents autres pays, parce qu'elle a la capacité de s'adapter très vite. Et donc, ces questions de comprendre l'écologie de la plante sont indispensables. Parce qu'il y a des espèces que l'on peut introduire, par exemple, dans un milieu, et qui étouffent certaines autres espèces indigènes. Et donc, ça peut conduire à ce qu'on appelle la perte de la biodiversité, l'érosion de la biodiversité. Ce qui n'est pas à souhaiter, parce qu'il y a des plantes qui jouent un rôle très important, qui fournissent des biens et des services. Et donc, si on ne veille pas à les conserver, à permettre, à favoriser leur croissance, nous pouvons les perdre à la longue. La science évolue tellement qu'à un moment donné, quand on a eu la leçon ou les cours de botanique à l'école secondaire, pour nous qui n'avions pas fait l'agronomie, on s'est dit, bon, avec la zoologie, la botanique, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est tout ce qu'il y a, mais ce n'est pas ça. Jusqu'aujourd'hui, les découvertes continuent. Il y a des plantes qu'on découvre ou alors qu'on redécouvre. Et parlons-en quand même, à la fin de l'année 2024, vers la fin, vous étiez au Portugal pour défendre une plante découverte ici chez nous. Tout à fait. Il s'agit d'une plante qu'on appelle Cyperus kilelai. C'est une espèce de la famille des Cyperacées. L'étude a été menée dans la province du Haut-Lomami par d'ailleurs un chercheur de notre faculté, de la faculté des sciences agronomiques. Il s'agit du professeur Jacques Kilela, qui menait des études dans cette région-là avec d'autres chercheurs, et même dans dehors du pays.
Et les études ont abouti sur une conclusion, un résultat selon lequel la plante n'était pas trouvée d'abord, une première chose, dans certains autres milieux. C'était le premier milieu où elle était trouvée, c'était au niveau du Olomami, et précisément sur ce site-là qu'on appelle le site de Maïmoto. Ça veut dire un lieu où l'eau est toujours chaude en permanence. Et ça, c'était une information importante. Et en tant que scientifique, c'est important d'aller plus loin, de savoir pourquoi la plante ne préfère que ce type de milieu-là. Et les recherches actuelles ont montré que, premièrement, c'est que la plante, on la retrouve sur ce site-là parce qu'il s'agit d'un site qui renferme des activités magmatiques en dessous. Au-delà de ça, c'est que la plante est indicatrice d'un milieu d'abord riche en température, la température de l'eau est élevée, etc. Et l'un des résultats importants, intéressants qu'il faudrait retenir par exemple de cette plante ici, c'est que pour le cas présent, on ne s'est pas encore retrouvé ça dans d'autres régions de la RDC et même d'autres parties du monde à l'heure actuelle. Et donc, il y a vraiment nécessité que l'on ait un œil regardant sur cette plante-là. Parfait, David Nkoulou. On retient que la plante est trop importante, non pas seulement pour nous produire des fruits, on retient aussi qu'on doit savoir protéger nos forêts. On retient aussi pour des chercheurs comme vous, ils doivent s'investir en eux, ils doivent continuer les découvertes pour leur domaine, comme vous aussi vous le faites. Nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais votre dernier mot par rapport à ce sujet trop vaste, par rapport à un résumé tout simplement. Alors ma phrase de la fin, c'est simplement d'encourager les gens à s'intéresser encore aux questions des plantes. Pour ceux qui aimeraient avancer dans le domaine de la recherche scientifique, pour ceux qui aimeraient étudier les sciences agronomiques de venir, ils seront les bienvenus. Et aussi de susciter encore l'attention de la population, de ceux qui nous écoutent, sur l'importance de la forêt, des plantes. La forêt ne joue pas qu'un rôle qui soit local, mais aussi un rôle international. Et donc, il est important que l'on veille à ça. Et aussi et surtout, mettre des financements pour que des études soient menées, des connaissances soient mises sur place afin que les meilleures décisions soient optées pour un développement durable de notre pays. Merci beaucoup. Vous êtes master en conservation de la biodiversité, vous êtes doctorant en sciences agronomiques à l'université de Lubumbashi, membre de l'Observatoire de la forêt claire du Congo, chercheur et expert en foresterie, en botanique forestière et en écologie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Marcus. C'était un plaisir de pouvoir avoir ce temps d'échange. Merci. Merci à vous et merci de nous avoir aussi regardé. Retrouvez votre émission sur la chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.